Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Pareillement. Marc, il faut qu'on parle 2 secondes, on l'a évoqué rapidement avec Jean-Marc Guittori des Échos, mais cette volatilité, encore une fois, sur les cours du baril, c'est hallucinant entre la journée d'hier, qu'on a commenté sur Boursorama, on est passé de 90 dollars en une journée, en quelques heures, à 120 dollars le baril, on est redescendu hier à 100 dollars, 90 aujourd'hui après les propos de Trump qui nous dit que la guerre est pratiquement terminée. Enfin, vous qui êtes sur les marchés depuis longtemps, c'est du jamais vu en intraday de telles variations sur les cours du pétrole? Tout à fait, j'ai envie de dire, nous vivons des moments historiques, puis également complètement fous, si vous voulez. C'est-à-dire qu'une telle volatilité, donc plus 30% en quelques heures, ensuite moins 30%, c'est évidemment assez incroyable, mais ça montre justement cette volatilité qui est là, qui va rester forte, parce que ça dépend bien sûr, je dirais, de la durée de ce conflit et comment on va sortir justement par le haut ou pas. Mais c'est clair que ça prendra du temps. C'est-à-dire qu'on le voit, même quand le baril recule, il reste autour des 90 dollars le baril, donc ça reste quand même un niveau élevé. Et moi, ce qui est encore plus fou, si vous voulez, c'est quand on entend certains dirigeants, notamment en France, ou des économistes, nous dire « Ah non, mais tout ça, ça n'aura aucun impact sur la France, tout va bien se passer, il y aura une bonne croissance, l'inflation va rester limitée, etc. » Attendez, on en prend pour qui? C'est-à-dire que, bien sûr que ça aurait des conséquences, si vous voulez, durables, même si on l'espère tous, ce conflit va bientôt s'arrêter et que le baril va rester autour des 80-90 dollars de baril, mais il y aura bien sûr des conséquences, on va en parler, sur l'activité, sur l'inflation, mais c'est vrai qu'on vit des moments complètement fous, et le drame, si vous voulez, c'est que des pays comme la France ne sont pas du tout préparés. C'est-à-dire que avant même le conflit, au mois de février, on avait des indicateurs de l'INSEE, par exemple sur le climat des affaires, qui montraient que c'était en train de s'effondrer vers une baisse du PIB. On avait également l'indice du climat de l'emploi de l'INSEE, qui était sur des plus bas depuis 2013. Vous vous rendez compte, hors période Covid, bien sûr, plus bas depuis 2013 sur l'emploi. Ah, ça, c'était en février, donc avant le conflit. Ce qui veut dire qu'évidemment, on pourrait avoir un taux de chômage de 9% dans les prochains mois en France. Donc déjà, ça allait très mal en France. On a encore des faillites d'entreprises. On a eu il y a quelques jours les chiffres de la Banque de France qui montrent qu'on a atteint des nouveaux records historiques de faillites d'entreprises hors micro-entreprises. Donc évidemment, ça montre bien que la situation était déjà dramatique. Et là, ça met de l'huile sur le feu. Ça ne va pas arranger la situation. Et le fait de... Moi, ce qui m'épate négativement, c'est quand on voit certains dirigeants dire non, mais non, ça va bien se passer, tout est sous contrôle. Non, tout n'est pas sous contrôle. Je pense que malheureusement, la France, comme la zone euro, seront parmi les grandes perdantes de ce conflit, peut-être bien plus qu'aux États-Unis. Justement, aux États-Unis, Donald Trump qui affirme hier donc, que la guerre en Iran était bientôt, pratiquement terminée, ce sont ses mots. Il a apporté évidemment un bol d'air au marché pétrolier. Autant la réaction d'hier à la hausse était excessive, le plus 30% sur le pétrole, autant le repli du jour sur le baril l'est peut-être aussi excessif. Tout à fait. On a un marché qui est devenu spéculatif, si vous voulez. C'est vrai qu'on a un niveau d'équilibre des prix du baril, on va dire autour des 70 dollars, en fonction de la croissance. Quand on a une croissance mondiale qui certes va ralentir, mais bon, on est autour des 3%. Je pense qu'on sera autour des 2,5% cette année. Voilà, on pourra avoir un baril autour des 70 dollars. Ça, c'est un niveau, on va dire, gérable. Après, si évidemment il y a une récession, ça va descendre en dessous. Puis si on a des tensions ou une croissance forte, ça peut monter au-dessus. Là, quand on est à 120 dollars le baril, bien sûr que c'est spéculatif. Pour vous donner un exemple, bien sûr, la dernière fois qu'on a vu un tel niveau, même au-dessus, c'était lors du début de la guerre en Ukraine, donc en février-mars 2022. À l'époque, le baril était monté à 130 dollars. Ce qui est en même temps c'est intéressant de voir, c'est qu'à l'époque, ça avait duré. Si vous voulez, c'est que le baril avait flambé, mais ça avait duré plusieurs semaines, plusieurs mois. Or là, on se rend bien compte que ça peut réagir assez rapidement à la baisse, parce que le marché reste quand même extrêmement spéculatif, mais il y aura bien sûr des conséquences sur l'inflation. Donc je pense que si on a ensuite, espérons-le, un apaisement, bien sûr que le baril pourra baisser, mais bon, ça prendra du temps à remettre tout en place, etc. Donc je pense qu'on restera quand même autour des 80 dollars le baril assez durablement. Et donc ça veut dire bien sûr des impacts sur l'inflation. Si vous voulez, moi j'ai refait mes petits modèles d'inflation pour les prochains mois. Par exemple, sur la France, là, on est actuellement à 1% d'inflation. Ouais. Je pense que d'ici décembre 2026, on sera à 3,2% d'inflation si le baril se maintient à 90 dollars. Vous voyez, donc s'il va au-dessus, évidemment, ça sera bien plus. Et donc c'est ça le drame, c'est que par rapport justement à 2000
2022. À 2022, il y avait encore plus ou moins le quoi qu'il en coûte, ça allait pas trop mal, etc. On avait une croissance forte. Là, on va déjà mal. La situation économique française est déjà très mauvaise. Si en plus vous avez une inflation qui augmente à 3,2%, évidemment que ça va avoir beaucoup plus d'impact qu'en 2022. Voyez. Donc c'est là où c'est dramatique, c'est que malheureusement, on a déjà une situation qui est très douloureuse, très dangereuse pour les chefs d'entreprise, pour le chômage. Donc là, évidemment, cet ajout, si vous voulez, même si ça reste limité, ça aura malheureusement des conséquences Oui, dramatiques sur Marc, bien sûr. l'activité. Bien sûr, Oui. Marc, mais sur l'inflation, si le pétrole reste, encore une fois, si on reste à 90 $ pendant quelques jours, quelques semaines et qu'on revient à 70 $ rapidement, ça aura peu d'impact sur l'inflation ou même sur l'activité. Alors si, parce qu'en fait, on a deux effets sur le pétrole. Il y a ce qu'on a fait les effets de premier tour, hein, c'est-à-dire que bon, bah voilà, il y a l'indice énergétique, l'indice à peu près 10% de l'inflation française, hein, de l'indice des prix à la consommation en France. Donc ça, c'est pour tout de suite, si vous voulez. Donc là, on l'a vu malheureusement en France, comme en plus il y a 60% de taxes et que certains distributeurs ont très vite augmenté leur prix à la pompe. Hein, on l'a vu, il n'y avait pas de raison d'augmenter les prix à la pompe la semaine dernière, ou voire encore aujourd'hui. Pourtant, ça a été fait. Donc là, il y a des impacts immédiats qu'on appelle de premier tour. Et après, il y a les effets de second tour. C'est-à-dire qu'ensuite, évidemment, bah, il y a toute la chaîne de production, parce que le pétrole entre dans beaucoup de produits. Il y a également les coûts du fret qui ont augmenté, qui vont augmenter durablement. Et après, certaines entreprises vont devoir répercuter la hausse des coûts sur leur prix de vente. Donc ça va prendre encore au moins 6 mois. Donc c'est pour ça que je vous dis que le mal est fait. Même si effectivement on revient à 70 $, ça pourra ensuite aller mieux, mais pour 2027. Là, pour 2026, malheureusement, ça va évidemment avoir une situation qu'on appelle de stagflation, ça veut dire une stagnation économique. J'ai également revu mes prévisions à la baisse sur la croissance française. On sera autour des 0,4% de croissance, donc quasiment la récession, si vous voulez. C'est déjà le cas avant le conflit, évidemment, ça va pas s'améliorer maintenant. Et si on a un petit peu d'inflation, alors c'est vrai que je pense pas qu'elle va monter à 6% comme au lendemain de la guerre en Ukraine, du début de la guerre en Ukraine, mais on peut monter tranquillement à 3,2%. Et donc, évidemment, comme les ménages sont déjà très fragilisés, eh bien, ça va jouer sur leur pouvoir d'achat. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, évidemment, l'inflation, elle est à 1%, mais c'est une moyenne. Si on regarde évidemment les prix du quotidien, que ce soit les biens énergétiques ou les biens alimentaires, ça commence déjà à augmenter. Regardez, au mois de février 2026, donc là, le mois dernier, les chiffres de l'INSEE ont montré une hausse de 0,7% sur un seul mois. C'est la plus forte hausse depuis février 2024. Sur Et quoi? encore là, on n'avait pas le conflit. Sur quel bien en particulier 0,7? Alors, c'est tous les biens qui ont été concernés, évidemment, notamment les biens alimentaires. Alors, il y a également parce que le pétrole avait déjà commencé un petit peu à augmenter avant, mais c'est ça qui est important, c'est que ça se généralise. On avait une inflation qui était un petit peu artificiellement basse, si vous voulez. Maintenant, là, ça repart déjà à la hausse. Et pourtant, le drame, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de demande. Donc, voilà, on a déjà une augmentation. C'est ça le drame, c'est que quand on a une inflation par la demande, c'est gérable. On se dit, bon, il y a une croissance forte, ça peut passer. Là, l'inflation, elle est énergétique, alimentaire, liée à des facteurs exogènes. Donc, c'est ça qui fait la stagflation. C'est-à-dire que même si on n'a pas beaucoup de demandes, donc il n'y aura pas beaucoup d'inflation par la demande, il y a une inflation mondiale qui va prendre du temps justement à se répercuter sur l'ensemble des biens. Et donc c'est ce qui fait que malheureusement la situation française, qui était déjà, encore une fois, très mauvaise, va s'aggraver dans les prochains mois. Et s'il y a moins de croissance, plus de chômage, ça veut dire également plus de déficit, donc plus de dettes, et donc des taux d'intérêt qui ont déjà augmenté fortement sur la dette publique hier, et qui vont encore augmenter demain. Donc ça, c'est le cercle pernicieux. Si les taux d'intérêt augmente, eh bien, ça casse l'activité économique, donc ça fait du chômage, ça fait du déficit, de la dette. Vous voyez, c'est le cercle pernicieux dans lequel est déjà la France depuis plusieurs années et qui va encore s'aggraver malheureusement dans les prochains mois. En attendant, aujourd'hui, il y a une accalmie, le CAC 40 qui reprend 2%, on l'a dit, le pétrole et le gaz qui baissent de 10%. Comment vous appréciez c'est une forme de désescalade, vous l'interprétez comme une espèce de désescalade, les propos de Trump d'hier soir sur le conflit qui est pratiquement terminé. Ce sont ces mots que les Américains étaient très en avance sur leur calendrier, sur leurs estimations initiales. C'est ça qui a plu au marché, qui permet le rebond à la fois des bourses, des actions et la baisse des prix de l'énergie. C'est un début de revirement pour vous, de la part de Trump? Moi, je pense que clairement aujourd'hui, heureusement, c'est une guerre qui sera courte, du moins je l'espère, et qu'ensuite on aura un vent de liberté qui va s'imposer sur l'ensemble du Moyen-Orient, et notamment sur l'Iran, bien entendu. Et si c'est le cas, évidemment, imaginez demain, parce que bon, là, vraiment, dans les scénarios noirs, mais c'est vrai que si demain il y a une paix globale de toute la région, avec l'Iran, justement, donc un nouvel Iran, bien entendu, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe au sens large, Israël, etc.
ça serait formidable. Alors là, le baril peut baisser à 60 $. Vous voyez, donc bon, on n'en est pas encore là, bien entendu. Alors, on n'en est pas tout à fait là. Certains disent que ce revirement, de Trump, Marc, ce revirement de Trump serait plutôt dû au fait que Washington est en train de comprendre qu'il n'y a pas vraiment de solution viable pour sécuriser et contrer les frappes de drones iraniens en mer Rouge qui paralysent le trafic maritime et notamment le trafic de pétrole, enfin en tout cas le passage de tankers avec du pétrole ou du gaz, et que c'est une forme de réalisme aussi. Je pense qu'il faut être prudent. Comme disait Socrate, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, je pense qu'on a quand même une situation où il y a beaucoup d'incertitudes, qu'on ne peut pas présager de ce qui va se passer demain. Mais le vrai enjeu, c'est qu'évidemment, si, admettons, la guerre ne se termine pas, ça sera quand même un échec pour Trump. Donc derrière, si c'est pour remettre une guerre dans 6 mois, évidemment, le prix du baril ne va pas baisser. Vous voyez, donc c'est en ça qu'il faut être quand même extrêmement prudent, et bien comprendre qu'on a quand même des risques importants si jamais la situation ne s'améliore pas durablement, notamment pour le peuple iranien, à travers le monde. On entend tous les jours. Alors c'est vrai qu'en France, moi je suis très surpris par les discours de certains qui nous disent non, en fait, l'Ebola, c'est pas si mal que ça, y compris M. Macron, quasiment, qui continue de discuter avec eux. Moi je suis très surpris, si vous voulez. Bon, très bien, c'est surprenant, mais c'est vrai que globalement, on a besoin, encore une fois, de liberté dans ce pays, et ce qui permettrait justement de stabiliser l'ensemble de la région. Et donc tous les pays sont d'accord, même l'Arabie Saoudite. Vous voyez, donc, après, il y a un calendrier, Marc, il y a un calendrier politique, on le sait bien, et les risques sont énormes pour Donald Trump, parce qu'il y a ces élections de mi-mandat qui approchent, il y a le prix du baril et de la pompe à essence qui ne fait qu'augmenter, il y a Wall Street qui a quand même aussi corrigé. Voilà, les risques sont importants pour le président américain. Quand on regarde Wall Street, ça aussi sur les bourses, quelles sont les bourses qui ont le plus corrigé? Ce sont les bourses asiatiques, évidemment, parce qu'ils dépendent beaucoup de l'énergie qu'elles n'ont pas du tout, et notamment du pétrole qui vient du Moyen-Orient. Et qu'après, c'est le CAC 40, c'est les bourses européennes, malgré le rebond d'aujourd'hui, donc qui ont plus souffert. Si vous prenez le Standard & Poor's 500, depuis le début du conflit, il a fait moins 1,2%. Le Nasdaq, il a fait plus 0,2%. Donc c'est presque un non-événement. Vous voyez, donc ça veut dire par là que finalement les États-Unis, ils restent confiants, et c'est triste à dire, mais quand le prix du baril augmente, c'est bon également pour les États-Unis. C'est-à-dire que finalement, comme ils sont exportateurs nets d'un point de vue énergétique, ils ont beaucoup moins de danger pour nous. C'est pourquoi je pense que malheureusement, la France et la zone euro sont beaucoup plus en danger d'un point de vue de l'activité économique que ne le sont les États-Unis. Donc après, que va-t-il se passer demain? On verra bien, on n'est pas des devins, donc il faut rester extrêmement prudent. Mais c'est vrai que quand on voit le baril qui monte à 120 pour redescendre ensuite à 84 et maintenant à 92, ça veut bien dire que finalement, ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre, et que les déclarations de Trump, pour l'instant, sont prises relativement au sérieux. Donc je ne pense pas qu'il va s'amuser à nous dire des choses pareilles si derrière il n'a pas des garanties. Donc on peut l'espérer. Ouais. Parce que sur le terrain, pour l'instant, rien n'a changé malgré les déclarations du président américain. Ce qui me porte à croire que les marchés vont rester comme fébriles. Ah oui, ça c'est évident qu'on va avoir une très très forte volatilité dans les prochains mois, parce que n'oublions pas que il y a bien entendu ce conflit, mais après il y a d'autres dangers. Tout à l'heure on parlait des taux d'intérêt, aussi il y a d'autres dangers. Il y a des dangers évidemment au niveau de l'Europe, au niveau de la France, la dette publique qui dérape. Moi, ce qui m'a également choqué, c'est de voir un petit peu les dissensions au sein de l'Europe, au sein même de la zone euro, sur la position par rapport à ce conflit. Que ce soit les Allemands d'un côté, les Français de l'autre, voire les Espagnols, etc., ou les Italiens. Ça ne donne pas l'image d'une Europe très unie, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, après, on va régler les comptes. Je pense qu'une fois que le conflit sera terminé, on va régler les comptes. Les États-Unis vont également régler les comptes avec les Européens, et les Européens entre eux également. Donc l'image que ça renvoie, moi je pense que la prochaine crise, ça sera pas une guerre, ça sera un conflit justement entre les différents pays de la zone euro, un conflit économique bien entendu, et ça peut être très dangereux pour l'avenir. Donc vous voyez que bien sûr que la volatilité va rester forte, et donc notamment pour l'Europe, et notamment sur les taux d'intérêt, ça sera à surveiller, taux d'intérêt des obligations d'État qui peuvent remonter très fortement. Regardez, hier on a touché 3,6% sur le taux de 10 ans français, un plus haut depuis novembre 2011. Vous voyez que ça peut aller très très vite, on peut rentrer dans un crack obligataire assez rapidement, parce que justement la France, c'est ça le drame. Quand on a une crise pareille, normalement vous faites une relance, vous soutenez l'activité. Or comme nous, même quand tout va bien, on dérape complètement sur les dépenses publiques, sur les déficits publics, quand ça va mal, on n'a pas de moyen de relancer la machine. Donc nous payons toutes les erreurs de tous les dirigeants depuis des années, y compris les derniers. Je rappellerai que, juste un chiffre incroyable, quel est le pays de la zone euro qui a le moins respecté le critère de déficit public par rapport au PIB? C'est évidemment la France. Pendant 21 années depuis la création de la zone euro, nous n'avons pas respecté ce critère. Le numéro 2, c'est ensuite la Grèce avec 17 années.
rendez compte? Donc, on n'est absolument pas sérieux, donc on dérape complètement. Et quand on a besoin justement de la puissance publique pour aider, ben, elle n'est pas là parce qu'évidemment, on a dérapé même quand tout allait bien. Donc ça, c'est une claque, nous payons les erreurs des dirigeants depuis des années, et notamment de ceux qui sont actuellement au pouvoir. Marc, avant de se quitter, un mot des marchés boursiers qui, au global, tiennent relativement, j'ai envie de dire, le choc face à la flambée du pétrole et aux incertitudes liées à cette guerre en Iran. C'est pas une surprise quand même, ça, hein? Oui, tout à fait. Ben, je rappellerai, regardez, par exemple, tout à l'heure, je parlais de la bourse américaine. Quand il y a eu les annonces de Donald Trump donc sur les droits de douane, elle a baissé le Standard & Poor's 500 a baissé de 10% en 2 jours. Donc, 10%. Là, depuis le début du conflit, ça fait moins 1,2%. Donc, oui, ça veut bien dire qu'il y a quand même une certaine confiance sur l'avenir de l'économie mondiale, sur l'avenir de la croissance. Ça, c'est plutôt, bien entendu, positif. Donc, au niveau mondial, c'est vrai que j'ai revu à la baisse ma prévision, mais on est autour des 2,5%. Ce qui m'inquiète plus, moi, c'est, pour être très honnête, c'est l'Europe, c'est la France, où là, on va vraiment souffrir. On va avoir une croissance qui était déjà très faible, qui peut atteindre seulement 0,4% en moyenne. Et donc là, évidemment, c'est pourquoi d'ailleurs le CAC 40 aussi est l'une des bourses qui performe le moins. On va avoir, je dirais, de lendemain difficile pour les marchés boursiers, notamment européens. C'est vrai que pour le moment, ça résiste bien, ça tient bien. Donc il y a cette confiance qui va être restaurée, mais notamment pour les marchés américains. Par contre, en Europe, évidemment, ça fait mal, et notamment pour la France. Ça sera, je pense, la prochaine crise, encore une fois, je le rappelle, viendra de France à cause de la crise de la dette publique qui va réactiver la crise de la zone euro. C'est pour les prochains mois. Donc voilà, préparez-vous là, espérons que le conflit va vite s'arrêter, qu'on va pouvoir reprendre ses esprits en attendant la prochaine crise qui viendra de France. Allez, merci. Entretien avec vous, Marc Toiti. Avec plaisir. Merci, invité de la grande interview en direct et également en replay sur Boursorama. Merci Marc, à bientôt. Avec plaisir, à bientôt, bye.